Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce premier cours à distance de ce confinement, un cours à distance, vous le voyez, qui va se dérouler sous forme vidéo, comme les suivants d'ailleurs, pour me rapprocher au plus près de ce que l'on aurait fait en classe habituellement en temps normal. Donc vous allez voir apparaître surtout mon écran d'ordinateur et le diaporama classique que vous avez l'habitude d'avoir en classe. Alors aujourd'hui, ce premier cours à distance va être consacré à un chapitre de géographie et notamment à la correction du devoir maison que vous deviez me rendre pour mardi soir, dernier délai. La suite des cours à distance reprendront à partir de jeudi et de vendredi, ce sera consacré à de l'histoire. Donc là, un chapitre de géographie très court, qui est en quelque sorte la correction du devoir maison. Alors vous pouvez prendre votre cahier, prendre une nouvelle page, et y inscrire évidemment géographie chapitre 3 comme d'habitude, et au centre, le titre de notre chapitre, les espaces de faible densité, atouts et dynamiques. Alors l'autre avantage de ces cours vidéo et non en visio, c'est que vous avez le temps de réécouter en faisant pause et en remettant la vidéo, de réécouter si vous avez mal entendu ou mal compris, si j'étais trop vite, ou tout simplement faire pause lorsqu'il s'agit de noter différents éléments qui apparaissent sur le diaporama, de les noter dans votre cahier. Vous avez largement le temps en faisant pause et ensuite en reprenant le fil de la vidéo. Une fois que cela est noté, vous retournez sur mon bureau numérique et vous allez dans les pièces jointes. Vous allez trouver notamment ce document PDF que je vais vous demander de télécharger, d'imprimer et de coller dans votre cahier. Alors de quoi est-il composé? Ce document PDF est composé principalement d'un je retiens, sous forme de texte à trous, qui est grosso modo en fait les réponses aux questions que vous aviez dans votre devoir maison. Ça résume un petit peu ce que vous deviez répondre. Et puis la deuxième partie est consacrée au croquis et à la légende notamment que vous deviez compléter. On reviendra sur la méthode un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va d'abord commencer par le texte à trous, que voici. Je vous l'affiche entièrement. Et pour commencer à le compléter, on va utiliser cette carte qui nous présente les densités de population en France métropolitaine. Alors si on regarde, on voit tout de suite qu'il y a une inégalité dans la répartition de la population. Effectivement, on a des faibles densités qui descendent en dessous de 30, voire de 15 habitants par kilomètre carré, au contraire de fortes densités qui dépassent les 100 habitants par kilomètre carré. On l'avait vu dans une leçon précédente de géographie que les espaces qui attirent les hommes, avec un grand H, ce sont bien évidemment les aires urbaines, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, etc., les zones frontalières, les côtes, les littoraux, et également les espaces qui bordent les fleuves et les rivières de France. Et parallèlement à cela, on a au contraire des espaces de faible densité, des espaces qui comptent moins de 30, voire de 15 habitants. Et à l'œil nu, on en distingue une grande zone, très vaste zone, qu'on compare à une diagonale, puisqu'effectivement, elle coupe la France du nord-est jusqu'au sud-ouest, c'est cette fameuse diagonale du vide. On utilise cette expression un peu familière pour désigner cette zone où effectivement on a de très faibles densités. Alors vide, effectivement, pas forcément vide d'hommes, il y a quelques habitants, mais ils sont rares, et pas forcément non plus vide d'intérêt et d'atouts. Ça, on le verra un petit peu plus tard, puisque ces espaces présentent plusieurs avantages, plusieurs qualités. Alors à l'exception de cette zone, excusez-moi, qui comporte des régions comme la Champagne, le Morvan, le Massif central, les Cévennes, les Landes, le Périgord, nous avons d'autres territoires qui sont faiblement peuplés en France. C'est le cas des zones de montagne comme le Jura, les Alpes, la Corse ou les Pyrénées, et c'est le cas également de régions de l'Ouest comme la Beauce ou la Bretagne. Alors on va noter ça dans notre je retiens. Donc, premier élément à noter sur ces espaces, ils s'étendent des Ardennes aux Pyrénées dans une zone qu'on appelle la diagonale du vide, et ils se retrouvent aussi dans les montagnes, les Alpes, le Jura, les Pyrénées, en Corse
ou dans l'ouest notamment, dans les régions qu'on appelle la Beauce ou le cœur de la Bretagne. Alors maintenant, comment expliquer cette faible densité? Parce qu'il y a plusieurs facteurs explicatifs. Pour cela, nous retournons à notre carte. Sur cette carte, je vous ai ajouté la photo de paysage de 3 endroits différents dans cette diagonale du vide. Vous avez ici au nord la Champagne, le Limousin. Alors j'aurais dû poursuivre peut-être un petit peu mon trait noir parce qu'on est plutôt au sud de Limoges, dans cette région qu'on appelle le Limousin. Et puis ici, on est sur le plateau de l'Aubrac, au sud du Massif central. Alors, je vous montre en plus proche, en zoomé, ces 3 espaces. Je vous laisse les observer. Alors, si on fait le bilan de ces 3 photographies, on voit quand même qu'il y a des points communs. Premier point commun, ces espaces de faible densité, que ce soit celui de la Champagne, du Limousin ou de l'Aubrac ici, je remets mes photos, ce sont 3 espaces marqués par une forte ruralité. C'est-à-dire que l'activité principale, effectivement, a l'air d'être l'agriculture. Donc on sait que c'est une activité qui demande peu d'hommes, aujourd'hui en tout cas. Autre point commun, on distingue très peu, voire aucune grande ville. Aucune aire urbaine n'apparaît sur ces photographies-là. On a des espaces de plusieurs kilomètres carrés sans la moindre grande ville. On a simplement des petits villages, voire des hameaux, des petites fermes isolées. Et puis, dernier élément qui peut expliquer ces faibles densités, c'est que nous sommes très éloignés de tout axe de transport, que ce soit une autoroute ou que ce soit des voies de chemin de fer. Aucune n'apparaît sur ces photographies. Donc voilà pour les premières explications de ces faibles densités. On a d'abord un environnement rural, et puis on a un éloignement des aires urbaines et des axes de transport. Et puis l'autre explication, notamment pour ce qui est des Alpes ou des Pyrénées, c'est bien sûr la présence de montagnes. Difficile de s'installer sur des pentes qui sont très raides ou quand il y a des fortes précipitations de neige, notamment en hiver. Donc on a parfois une explication qui serait davantage naturelle et parfois une explication qui serait davantage humaine, économique, liée à un éloignement des aires urbaines et des axes de transport. Alors maintenant, intéressons-nous aux dynamiques actuelles, notamment aux dynamiques de peuplement, c'est-à-dire les évolutions actuelles que connaissent ces espaces. Et bien là aussi, on observe des disparités, des différences. On a certaines régions, c'est le cas de la Champagne, mais c'est le cas aussi du Morvan, qui est une région située, un petit massif situé proche de la Bourgogne, en Bourgogne plutôt, mais également le Massif central. Alors je suis désolé pour ce petit décalage des lettres. Toutes ces régions, Champagne, Morvan, Massif central, perdent des habitants. Donc on a un départ de ces habitants, alors on va voir où. Et parallèlement à cela, on a d'autres régions qui sont là plutôt situées au sud. Ça va être le cas du Périgord, des Cévennes, des Alpes, qui voient au contraire l'arrivée de néo-ruraux. Donc dans cette expression néo-ruraux, c'est des nouveaux habitants qui viennent peupler la campagne, donc de néo-ruraux, qui vont quitter les villes, comme Paris. Alors que recherchent ces habitants, ces nouveaux habitants, dans des régions comme le Périgord, les Cévennes ou les Alpes? Quel est leur motif de départ pour quitter des villes comme Paris? On disait justement que ces aires urbaines, comme Paris, attirent notamment par leur offre d'emploi. Donc qu'est-ce qui pousse ces habitants à quitter les grandes aires urbaines, notamment du nord de la France? Eh bien, on va le découvrir dans une vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vous propose d'en reparler juste après. Foule, transport bondé, pollution. Pour certains, grande ville rime avec cauchemar. Alors chaque année, 100 000 Français quittent les métropoles pour la campagne.
Particulièrement attractif, l'Eure. Au cœur de la verdure normande, Pascale Adélaïde est en quête de tranquillité. Bonjour. Elle a fait son choix, acheter une maison et quitter son appartement de banlieue parisienne. On a une vue sur une vallée qu'on appelle la vallée des 17 clochers. Oui. J'ai besoin d'espace. Et puis j'ai du monde au-dessus de moi, en dessous. Le voisinage est parfois pas tellement évident. Donc ici, au moins, il n'y en a pas. Pour cette chef d'entreprise, acheter ici, c'est l'aubaine. À Paris, pour un appartement de 150 mètres carrés, il faut débourser en moyenne 2 millions d'euros. Dans l'Eure, même surface avec un grand terrain, c'est 150 000 euros, 13 fois moins cher. Mais l'argent n'est pas toujours le seul moteur. Destination, les Côtes d'Armor. Pauline Sourdin et Gabriel Juge n'ont pas seulement changé de cadre de vie. Là, c'est des épinards frais. Là, ça va être des salades. Ils ont quitté leurs emplois salariés dans un bureau pour devenir maraîchers. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. C'est les premières récoltes, les premières ventes. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de voir un peu l'aboutissement de tout ça, quoi. On est beaucoup mieux ici et on se sent moins stressé. Ce changement de vie n'est pas toujours un conte de fées. Direction la Corrèze. Laetitia Denis-Loller y est installée depuis 13 ans. Elle est très heureuse, mais professionnellement, cette ancienne créatrice dans la mode n'a jamais trouvé de poste équivalent ici. Elle a investi dans un salon de toilettage pour chiens, mais elle vient de mettre la clé sous la porte. Et malheureusement, c'est pas évident d'en vivre. C'est pas évident, voilà, c'est quand même des petits pays et mon projet, même s'il était intéressant, j'avais du mal à vivre l'hiver, parce que l'hiver est très long ici. Malheureusement, on a un climat qui est particulier. Aujourd'hui sans emploi, Laetitia Denis-Loller s'accroche à son rêve. Elle va reprendre des études pour devenir enseignante et rester à la campagne. Comme elle, selon un récent sondage, 65% des citadins ont envie de fuir la ville. Le phénomène n'est pas près de s'arrêter. Voilà, donc vous l'avez vu dans cette vidéo, dans ce reportage de France Télévisions, que ce phénomène de départ de citadins vers les campagnes, que ce soit des campagnes du sud, voire même du nord parfois, est assez récent, mais assez massif, 100 000 personnes par an. Alors, quelles sont leurs motivations? Alors, vous avez vu qu'il peut y avoir des motivations économiques. On se doute bien que l'immobilier est bien moins cher dans ces zones-là qu'à Paris, par exemple. Mais il y en a d'autres, des motivations, et il y a notamment tout ce qui est lié à la nature, à la recherche de calme, à la recherche d'espace et d'espace vert, à la recherche de moins de stress, puisqu'on se doute bien que la vie citadine et la vie parisienne notamment est une vie pleine de stress, dans le bruit, dans la pollution. Donc c'est tout ça que l'on recherche notamment en quittant sa vie parisienne pour rejoindre ces régions du sud. Alors vous voyez que ce n'est pas toujours facile. Quand on se lance dans cette vie-là, il faut avoir bien réfléchi aux choses parce qu'on débarque dans des régions où l'activité économique ne bat pas forcément son plein. On n'est pas à Paris. Donc vous voyez, cette jeune femme qui voulait ouvrir un salon de toilettage pour animaux a revu son ambition puisqu'elle ne peut pas, il n'y a pas assez de clients. Donc il faut toujours se méfier. Il y a forcément le revers de la médaille. On va dans des zones certes plus calmes, on y vit peut-être mieux au niveau de l'espace, de l'environnement, mais après, il y a toujours le problème lié à l'activité économique. Ça, c'est un bémol tout de même à ajouter. Donc, on va le noter ici, dans la suite du Je retiens. Ces gens-là sont à la recherche, évidemment, de soleil, de calme et d'espace vert. Je passe l'aspect immobilier, c'est pas toujours la principale motivation. Et enfin, donc, on va maintenant parler des atouts qui commencent à se faire jour, les atouts de ces espaces de faible densité, puisque l'un des atouts principaux, puisqu'on est dans des espaces ruraux, c'est bien sûr l'agriculture, et l'agriculture notamment productiviste, c'est-à-dire qui recherche une forte productivité, une agriculture intensive, où les rendements sont les objectifs. Donc vous le voyez ici, c'est une photo qui a été prise dans la Beauce, mais on aurait très bien pu la prendre dans la Champagne. Souvenez-vous de ceux qui avaient travaillé sur les espaces productifs agricoles et notamment la pomme de terre dans la Champagne. On est dans la région d'agriculture intensive. Donc ces espaces, au niveau activité, ne sont pas forcément dénués de cet atout-là. Ce sont des espaces productifs qui permettent
d'enrichir la France. C'est le cas notamment de la Beauce, de la Bretagne pour ce qui est de l'élevage, ou encore de la Champagne ou du Bordelais pour ce qui est de la viticulture, par exemple. Donc on peut le noter ici. Les espaces de faible densité ne sont pas dénués d'atouts, à commencer par une agriculture productiviste en Bretagne, en Champagne ou dans la Beauce. Autre atout également que vous avez découvert à partir de ce devoir maison, il y a d'autres espaces qui ne consacrent pas leur activité à l'agriculture, parce que ce n'est pas possible pour des questions de climat, des questions de relief, et qui décident de valoriser leur environnement de manière différente. C'est le cas des massifs montagneux, et ça se fait depuis très longtemps. Donc, tous les massifs montagneux profitent de la neige en hiver et des pentes pour développer, bien évidemment, les stations de sport d'hiver. Donc vous voyez qu'ici, on est dans une station de sport d'hiver où la densité de population est très faible. Vous voyez qu'autour de ce petit village de montagne, il n'y a quasiment rien, il n'y a que la nature. Donc on détourne finalement cette contrainte naturelle de la montagne en faisant un atout pour les skieurs, les surfeurs, un atout aussi pour les randonneurs en été, puisque là je parle des stations de sport d'hiver lors de la saison froide, mais pensez qu'en été, ces régions sont aussi des régions qui attirent les gens, notamment pour l'environnement montagneux et pour tout ce qui est randonnée. Et enfin, les espaces de faible densité jouent aussi sur l'aspect nature, et notamment les fameux parcs naturels nationaux ou régionaux. Donc petit rappel sur ce que c'est qu'un parc naturel. Alors il ne faut pas s'imaginer un parc comme un parc d'attractions avec une fermeture, une ouverture, des horaires, etc. Non, c'est tout simplement une zone qui est protégée, où on protège la faune, où on protège la flore, où l'activité humaine est limitée, ou en tout cas l'activité humaine qui s'y pratique est respectueuse de l'environnement. Donc c'est aussi des choses qui sont recherchées par des habitants qui fuient la foule, qui fuient la pollution, qui fuient le bruit et qui veulent se retrouver davantage en communion avec la nature dans des activités plus respectueuses de la nature. Donc vous voyez ici, on est dans le parc naturel régional du Verdon, donc on est dans le sud de la France, au sud des Alpes, dans le Var et dans les Alpes de Haute-Provence précisément. Et vous voyez ici qu'on propose des activités comme la randonnée, comme le vélo, le VTT, les balades à cheval. Vous avez également des activités nautiques dans les gorges du Verdon. Donc vous voyez des choses plus proches de la nature, et c'est de plus en plus recherché par les gens, et ça bénéficie à ces espaces de faible densité qui sont peut-être sous-dotés en activité économique et qui retrouvent un regain d'activité par ces éléments liés à la nature. Donc, dernière chose à noter dans ce je retiens, donc des espaces à valoriser, notamment à travers les stations de ski dans les massifs montagneux, et on parle de tourisme vert, donc un tourisme lié davantage à la nature et à l'environnement, dans les parcs nationaux. Voilà pour ce je retiens, qui est définitivement complet. On va maintenant passer au croquis. Ah, c'est insupportable. Alors, enfin, pour ce qui est du croquis, d'abord, pour réaliser un croquis, il faut réaliser une bonne légende. Cette légende, il faut d'abord choisir des figurés pour chacun des éléments que vous voulez mentionner sur votre croquis. Pour vous aider, je vous avais projeté et mis en pièce jointe ce document qui concerne le langage cartographique. Parce qu'en géographie, les figurés n'ont pas tous le même rôle, n'ont pas tous la même fonction. Vous voyez qu'il y a des figurés ponctuels qui vont servir à représenter un lieu bien précis. Vous avez des figurés linéaires pour représenter des déplacements, des transports, des choses comme ça. Et puis vous avez des figurés de surface qui servent là pour représenter des espaces plus étendus. Donc nous, dans notre légende, vous voyez qu'ici, on nous parle des espaces de faible densité. Donc logiquement, on va s'intéresser aux figurés de surface pour représenter des espaces plus étendus. Et la couleur
qui me paraît le plus pertinent, c'est le jaune. Pourquoi le jaune? Parce que habituellement, lorsque vous avez des cartes de la densité de population, les couleurs varient du rouge pour les plus fortes densités, en passant par l'orange jusqu'au jaune pour les plus faibles. Voilà pourquoi utiliser le jaune. Ensuite, vous avez ici, par cette double série de tirets que vous retrouvez sur le croquis, c'est tout simplement la délimitation de la diagonale du vide. Donc là, pas besoin d'en rajouter. Même chose ici, le figuré est présent et il nous dit que ces espaces de faible densité sont des espaces qui sont éloignés de quelque chose qui serait représenté par ce petit point. La plupart du temps, les ronds, les points représentent des villes, représentent ici effectivement les principales aires urbaines. Maintenant, deuxième partie de la légende. On a vu, à partir du texte à trous, que ces espaces de faible densité sont également dotés de certains atouts, de certaines qualités. Là, vous pouvez faire varier les synonymes, j'acceptais évidemment plusieurs mots. Il y a d'abord les agricultures dynamiques, la vigne, l'élevage, les céréales. Certains d'entre vous m'ont posé la question, mais monsieur, comment on peut faire pour représenter ce phénomène-là par au-dessus les espaces de faible densité? Parce qu'effectivement, il y a certains espaces de faible densité qui ont une agriculture dynamique. Donc si vous choisissez par exemple du bleu ici pour représenter cette agriculture, comment vous allez faire pour ensuite colorier du bleu par au-dessus du jaune? Ça ne va pas marcher, ça va même donner du vert, enfin ça ne peut pas aller. Donc il faut choisir un figuré de surface qui peut se superposer aux espaces de faible densité. Et dans ce cas-là, il y en a plusieurs. Vous pouvez hachurer, vous pouvez faire des petits pointillés. Moi, j'ai choisi les hachures. Ensuite, les stations de sport d'hiver, ici, il s'agit d'un lieu bien précis, donc on se reporte au figuré ponctuel. Donc là, voilà un choix qui est loin d'être complet. Pour une station de sport d'hiver, ce qui peut être pertinent, c'est de représenter une sorte de petite étoile ou un petit flocon. Voilà un petit astérisque. Je vous propose de mettre ce figuré-là. Ensuite, vous avez ici un petit losange qui est déjà présent sur votre croquis. Et ces petits losanges correspondent au parc naturel dont on a parlé tout à l'heure. Voilà pour cette deuxième partie de la légende. Il ne nous reste plus que la troisième, où on a évoqué dans le dernier paragraphe, dans l'avant-dernier paragraphe du Je retiens, les dynamiques, les nouvelles évolutions actuelles de ces espaces, et notamment les dynamiques de peuplement. On nous parle de migration de nouveaux habitants, donc une migration c'est un déplacement. Quoi de mieux qu'une flèche qu'on va choisir d'une autre couleur pour essayer de varier les choses, une flèche rouge pour montrer ce déplacement de nouveaux habitants. Voilà, notre légende est désormais complète, on peut revenir au croquis et il nous reste à faire figurer les différents éléments sur le croquis. On va commencer donc par colorier en jaune les espaces de faible densité. J'insiste sur colorier en jaune, j'aimerais que vous preniez vos crayons de couleur. Donc évidemment, la diagonale du vide est à colorier. Et on n'oublie pas tous les autres. La Corse, également la Guyane. La diagonale du vide est déjà délimitée, donc pas besoin de la rajouter. Les aires urbaines sont déjà ici, elles se figurent également par ces petits points. Maintenant, les atouts. L'agriculture dynamique. Eh bien, on peut faire quelques hachures noires ou bleues, comme vous voulez, sur les zones où il y a une agriculture dynamique. On a parlé de la Bretagne, de la Beauce et de la Champagne. Maintenant, les stations de sport d'hiver. Logiquement, on va les mettre dans les massifs montagneux. Alors, je ne vais pas en mettre dans les Vosges, puisque vous voyez que les Vosges, qui est à peu près situé ici, ne fait pas partie des espaces de faible densité. Donc, on va en mettre dans les Pyrénées au sud. On va en mettre dans les Alpes, bien évidemment.
on va en mettre dans le Massif central, dans le Jura, et on peut même mettre un de ces flocons ici en Corse. Les parcs naturels sont déjà mentionnés, donc on n'a pas besoin de le faire. Et il ne nous reste plus que les migrations des nouveaux habitants. On sait qu'ils vont plutôt venir de l'Île-de-France, on parle de franciliens, les Parisiens, donc on peut faire partir des flèches de régions du nord de la France vers des régions du sud, notamment le Périgord, les Cévennes ou les Alpes. Alors maintenant, notre légende, tous les éléments de notre légende sont quasiment mentionnés, mais je vous demandais de faire plus en notant notamment les mers, les océans, les pays frontaliers, les aires urbaines, etc. Donc on va commencer par les mers. J'ai vu quelques horreurs quand même, hein, notamment dans les brevets blancs. La mer Méditerranée, alors n'oubliez pas le E, là il s'est mis en dessous, mais il est à la suite évidemment. La mer Méditerranée, l'océan Atlantique, la Manche. Et en ce qui concerne les pays frontaliers, donc qui partagent une frontière, eh ben, du nord au sud, nous avons la Belgique, le Luxembourg, qu'on peut abréger comme ceci, l'Allemagne, alors en ce qui concerne les pays frontaliers, nous avons du nord au sud la Belgique, le Luxembourg, qu'on peut abréger comme ceci, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et enfin au sud l'Espagne. Maintenant les aires urbaines, même chose, du nord au sud Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille et Nice sur la Côte d'Azur, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes et enfin Paris. Donc ça, évidemment, c'est des choses à connaître pour le brevet, hein. Vous voyez que dans le brevet blanc, vous les aviez. Nous avons enfin à mettre le nom des parcs naturels. Donc vous avez dans les Alpes plusieurs parcs naturels nationaux comme la Vanoise, les Écrins, le Mercantour, plus à l'ouest les Cévennes et enfin les Pyrénées. Et enfin, je vous demandais de noter en vert le nom de tous les espaces de faible densité qui étaient mentionnés dans le texte de votre devoir maison. Donc il y a les Ardennes, la Champagne, le Morvan, le Massif central, le Périgord, les Landes, les Alpes, la Corse, le Jura, la Beauce plus à l'ouest, et enfin la Bretagne, Guyane étant déjà notée ici dans la partie gauche. Et tout dernier élément que l'on peut noter, ce sont les espaces qui attirent des nouveaux habitants. On pourra y ajouter donc un petit plus à côté du nom. Et à l'inverse, les espaces qui sont menacés de dépeuplement, donc qui connaissent au contraire des dynamiques négatives de peuplement. Donc les espaces qui perdent des habitants, c'est plutôt des espaces du nord, comme la Champagne, le Morvan, ou plus centraux comme le Massif central, et à l'inverse, des régions du sud comme le Périgord, les Cévennes, ou encore les Alpes, gagnent des habitants.
Il ne nous reste plus qu'à donner un titre à notre croquis. Donc bien évidemment, dans un titre, c'est toujours mieux de donner la nature du document sur lequel on vient de travailler. C'est un croquis. Alors j'insiste bien, un croquis, qu'est-ce que c'est par rapport à une carte ou un schéma? Un schéma, comme son nom l'indique, c'est très schématique, donc il n'y a que la forme presque géométrique des choses. Pour la France, on peut s'imaginer un hexagone très, très géométrique. Un croquis, ça va être légèrement plus précis, comme ce que vous avez ici. Et puis une carte, ça va être extrêmement précis où les côtes seront bien mieux dessinées que ce que vous avez là. Vous voyez que la côte ici atlantique par exemple est grossièrement représentée. Donc un croquis, c'est une carte en fait simplifiée. Donc ici on a un croquis de quoi? Qu'est-ce qu'on a cherché à représenter? On a cherché tout simplement à représenter les espaces de faible densité. Donc vous pouvez le noter, titre, le croquis des espaces de faible densité en France. On aurait pu ajouter leurs atouts, leur dynamique, mais ça, on a le détail dans la légende. On s'arrête donc ici pour aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas eu de soucis pour m'entendre et pour comprendre. On se retrouve donc dans quelques jours, notamment jeudi, pour la suite On se retrouve donc jeudi pour la suite. Ce sera consacré cette fois. On se retrouve donc jeudi pour un nouveau cours. Ce sera un cours d'histoire consacré cette fois à la guerre froide. Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos cours. À jeudi.